Et merci de tout ce que tu as dit. Moi, je sais pas, j'ai deux questions qui me venaient quand même. D'abord, c'est qu'est-ce que c'est que le retour de cette question-là, en fait, hein, ce sentiment de perte dont tu parles. Est-ce que l'expérience qui a toute cette littérature, je ne sais pas comment tu la caractérises d'ailleurs, hein, autour de l'animalité quand même, tu le dis quand même comme ça, est-ce qu'elle est l'effet de ce sentiment de perte? Ou est-ce comment est-ce qu'elle est, enfin je veux dire, pourquoi est-ce qu'il y aurait, parce que pour moi c'est très important justement de voir qu'il y a un rappel de notre condition de vivant de plein de côtés, et que d'une certaine manière, effectivement, la question de l'animal, on ne peut pas le dire autrement quand même, enfin d'un certain oui, sens, il y a un moment c'est compliqué. Il participe, et notamment dans des sentiments moraux, hein, de violence qu'on fait aux animaux, au-delà d'un certain seuil, en effet, qui ne tient pas tellement au geste de manger en tant que tel, ou de tuer en tant que tel, mais à la manière, à des transgressions qui font qu'il y a une sorte de sentiment moral, et sentiment de distance aussi, de perte de quelque chose dans le rapport à soi, dans le rapport au vivant. Donc, est-ce que cette littérature-là est liée à ce sentiment de perte? Et ma deuxième question, ce serait évidemment, parce que pour ne pas dire animal, moi je pense en fait qu'il n'y a qu'une seule solution, c'est de dire vivant. Vivant. C'est que le point commun entre l'homme, l'animal et le végétal, ça reste le vivant. Alors évidemment, traditionnellement, les trois règnes, hein, bon, chez Aristote, c'est trois types d'âme. Hein. Donc Aristote parle d'un concept unique d'âme, qui est ce qui donne le mouvement à un corps, à l'intérieur de lui. Et ça peut donner un mouvement uniquement de nutrition, ou bien de déplacement, ou bien de connaissance, etc. Mais pour Aristote, tout ça, c'est des mouvements concrets. Bon. Mais c'est avec une différence de nature entre ces trois mouvements, qui donc n'ont pas le même bien, etc. Mais je pense que sans ce concept commun de vie, on n'y arrive pas. Et la question, c'est quand même, on a peut-être besoin, moi je le pense quand même, effectivement, de cette différence, à condition qu'elle soit une relation. Et le problème, c'est quand la différence n'est plus une relation. Oui. Et c'est ça qui nous inspire un sentiment de perte, y compris de soi, puisque comme dans toute perte de relation, c'est pas seulement une perte de l'autre, mais c'est une perte de soi. Et c'est un sentiment aussi moral, d'un type de violence ou de crime, hein, et qui, d'une certaine manière, nous permet de penser aussi d'autres types de violence ou de crimes. Et moi, je ne suis pas choqué par l'analogie, bon, on ne va pas parler de ça aujourd'hui peut-être, parce que c'est des sujets, l'analogie entre les différents types de wagons à bestiaux, disons, pour résumer, qui est au cœur des débats moraux et politiques contemporains. Wagons à bestiaux pour les hommes, mais aussi les wagons à bestiaux pour les bestiaux, si j'ose dire. Bon, ou les abattoirs, je ne suis pas choqué par l'analogie, dans une certaine mesure, dans la mesure où, précisément, c'est une analogie qui porte sur la transgression, sur la violation, sur le crime. Et pas une analogie qui dit est-ce que c'est la même chose, qui essentialise ou qui différentialise, qui prétend expliquer aussi voilà. Mais par contre, oui, par le biais de l'idée que dans les deux cas, il y a une transgression. Et ce que j'entends quand tu dis mécaniser, c'est maltraiter, je pense là aussi c'est un sentiment moral de dépassement d'une limite, effectivement, de dépassement d'une limite, et qui nous ramène bon, à cette question, non, que le crime n'est pas dans l'acte lui-même, mais dans la manière dont il brise ou non une relation. Il y a peut-être une manière de tuer l'animal qui, paradoxalement, est une relation avec lui. C'est ce que tu décris avec la chasse, etc. Oui, bien sûr. Et de même, inversement, je pense qu'on pourrait dire, là aussi je ferai une petite remarque pour conclure sur le soin, c'est que de même qu'il y a peut-être des manières de détruire qui sont encore des relations, partager un même monde, même si, en effet, l'homme se construit par la domestication, qui est quand même une violence, hein, peut-être en un sens, par rapport à la sauvagerie, bon, le supposer. Oui, supposer. Et le fait de tuer pour nourrir, c'est quand même une violence de tuer, bon, mais que ça peut être encore une relation à certaines conditions. De même, je dirais, on s'aperçoit que dans les relations supposées bonnes, comme le soin, elles ne sont pas toujours des relations. Donc moi, là aussi, je dirais, c'est ma relation entre soin et pouvoir, là, dont je parlais tout à l'heure.
tout pouvoir n'est pas un abus de pouvoir, mais tout soin n'est pas bienveillant non plus. Donc la question, c'est de ne pas essentialiser Mais la vraie critère, c'est que la relation soit possible ou pas entre des êtres qui sont des vivants et qui vivent de se différencier par leur relation même. C'est-à-dire qu'effectivement... voilà. Il y aurait beaucoup plus à dire. Oui, oui. Bon, après, ça me fait penser à ce que dit par exemple Jocelyne Porcher dans Réinventer le lien, réinventer le lien entre les éleveurs et les animaux, qui est que à quoi ça sert de faire du care ou du bien-être à l'intérieur d'un système qui, par lui-même, nie à l'animal ce qui peut être, à savoir un mode d'accès spécifique au monde. À partir du moment où vous mettez des êtres vivants, en l'occurrence des animaux, dans des espaces qui en aucun cas ne peuvent constituer des territoires, qui sont même l'antonyme du territoire, qui est une possibilité de déterritorialisation et de reterritorialisation, qui est la possibilité, comme dirait Jean-Christophe Bailly et Gilles Ayot dans Le visible et le caché, de se cacher, de pouvoir se soustraire à la vue. Donc, on est en plein dans ce que tu es en train de dire, à savoir que si on brise le lien entre les hommes et les bêtes, on fait mal aussi évidemment aux humains. Moi, dans l'ensemble des livres que j'ai lus, et là je reparle un peu par exemple de Yves Bichet, La part animale, qui raconte l'histoire d'un homme qui est dans un élevage agroalimentaire de dindons et qui est payé pour masturber des dindons et pour ensuite réinséminer des femelles. L'autre, c'est par exemple Olivia Rosenthal, dans Que font les reines après Noël, qui donne la voix dans un roman polyphonique à un boucher, un tueur, un dresseur, un soigneur, etc. dans un zoo, qui donne la voix à des gens qui pratiquent l'animal, dont c'est le métier que d'avoir un commerce avec les bêtes, et souvent un commerce extrêmement douloureux pour eux. Ce dont on se rend compte, c'est qu'en donnant voix à ces praticiens à travers le romanesque, les auteurs nous donnent à lire une souffrance humaine extrêmement forte, puisque à partir du moment où, par exemple, vous êtes un équarrisseur et que vous emmenez des carcasses dans votre camion, eh bien, il y a un moment où vous évitez les villages parce que votre camion y pue. Donc, on rejoindrait toute une problématique sociologique, évidemment, de l'exclusion, de la marginalisation, de la marque, de la marque sociale sur des gens qui travaillent avec l'interdit, qui travaillent avec non pas la mort, mais la malmort, la mauvaise mort infligée. Et je vais te reposer après une question, mais il me semble aussi quand on travaille sur la souffrance animale à travers les œuvres actuelles, mais aussi, je pense à celle du milieu du siècle, pensez à La Pelle, La peau de Malaparte. Le centre du roman, c'est le chien du narrateur qui s'appelle Phébo. Et ce chien, il a perdu son chien, il est en train de le chercher. Et le narrateur arrive dans un laboratoire d'expérimentation où il trouve, dans mon souvenir, des dizaines de chiens, d'accord, qui ont tous le ventre ouvert. Et puis ce qui l'étonne, c'est qu'il n'y a pas un bruit. Et quand il s'approche de son propre chien, il croit voir des larmes dans les yeux de son chien. Et il se rend compte que les chiens, et notamment le sien, ont les cordes vocales coupées. Et c'est un moment qui est très très important dans la peau, puisque ça forme la charnière entre les deux parties du livre. Ce qui me semble fondamental ici, c'est l'idée finalement que quand les humains infligent quelque chose d'inhumain aux animaux, en quelque sorte, ils font sortir l'humain de l'humanité. L'humanité se retrouve exclue de façon très concrète dans les romans dont je parle, d'un espace commun. Et là, on en est à une étape extrêmement politique finalement de la question du vivant. Je crois qu'on ne peut pas dissocier la réflexion sur le vivant, que ce soit animal ou dans ton optique, d'une question politique plus générale. Je peux faire une autre remarque ? Oui, bien sûr. C'est que c'est sur ton point central, j'avais aussi cette autre question qui m'était venue dans le début de ton exposé, au milieu de l'exposé, sur le rôle de la littérature comme accès à une autre forme de vie, par l'imagination, par l'évasion, tu as dit, on peut
l'empathie, une sorte d'écriture. Je pense que ce qui caractérise la littérature dont tu parles, c'est ça, qui fait donc partie de l'expérience littéraire, en effet, je pense, fondamentale, hein, de l'imagination aussi, comme caractéristique du vivant, ce qui est, à mon avis, très très important, compris par l'image. Bon. Et puis, c'est justement cet autre aspect qui, pour moi, fait que ça touche aussi, comme le récit de vie et l'œuvre témoignage, à autre chose, qui est l'aspect de document. C'est-à-dire, si c'était juste la fiction, il y en aurait toujours eu, ou l'empathie, ou l'imagination serait encore dans le régime de Kafka, ou dans une sorte de métamorphose. Or, la nouveauté de la littérature dont tu parles, c'est le double registre. C'est-à-dire que c'est là qu'apparaît le côté théorique et politique. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin seulement de nous mettre à la place d'eux, mais de nous dire ce que c'est, ce qui est perdu, ce qui fait problème, etc. Donc, je crois que c'est intéressant, ce double registre. C'est exactement comme dans les fictions qui veulent être des documents aussi, tout ce débat aussi sur comment représenter la souffrance, comment écrire la souffrance sans la trahir, en racontant, mais en même temps en se mettant à la place. Ça rejoint une des questions ça, c'est important, que je voulais te poser justement, ce que tu viens de dire sur la question de la dissibilité ou non de la souffrance. Et en plus, dans le cas qui m'intéresse plus précisément pour l'instant, la souffrance d'une autre espèce, et d'autres espèces qui sont pas des espèces nobles, hein, la souffrance du poulet, la souffrance du dindon, la souffrance du saumon, etc. C'est même violent presque, ou un peu désaxé, un peu gênant de la formulation que je viens d'employer. Mais je vais revenir à ce que tu me disais. Oui, quand même, avant de te poser la question, je voulais vous dire que ce qui me semble intéressant, pourquoi est-ce que je travaille sur la littérature pour ces problématiques-là? C'est parce que la littérature met en exergue et met au jour une violence qui est infligée au langage à travers la violence qui est infligée aux bêtes. Par exemple, quand codectomie, c'est répertorié dans les soins aux porcelets. Hein. Le codectomie, c'est le fait de couper la queue des petits porcs. Hein. Bon, c'est les soins des porcelets. Ou quand vous allez parler de zones propres ou de zones sales dans les abattoirs, etc., vous faites un peu violence d'une certaine manière au langage, et c'est ça qui trouble un certain nombre d'écrivains contemporains, qui est ce que j'appelle un trouble dans la nomination, c'est-à-dire que les mots ne sont plus employés pour dire ce qu'ils devraient dire. Hein. Les mots sont employés à contre-courant, finalement, de leur sens usuel. Le soin pour une souffrance infligée, par exemple. Alors, pour en revenir un petit peu à la question de la violence, je me demandais comment tu abordes la question de l'effondrement. Tu parlais de la vie, et de la vie comme un sens, comme une direction, comme un élan possible aussi d'une certaine manière, hein, tout en la reliant à la mort. Et je me disais, qu'est-ce qu'un effondrement total, puisque les humains, nous vivons de ces moments-là. Comment un effondrement total peut être transcrit ou non par l'écriture, dans un témoignage, dans un récit de vie. Voilà. Quand la vie fait chaos et quand la vie ne fait plus sens du tout, si tu veux. D'accord. Alors là, je retrouve les deux choses dont je suis parti. Hein. Premièrement, l'effondrement n'est pas une possibilité facultative dans la vie. C'est une condition structurelle de la vie elle-même, c'est-à-dire que nous venons tous d'un risque d'effondrement dans la grande fragilité du nourrisson, hein, ce que les psychanalystes appellent la détresse initiale du nourrisson, qui ne produit pas nécessairement l'effondrement, mais le risque de l'effondrement est toujours là dans cette grande détresse. Donc, en un sens, c'est ce que Winnicott veut dire quand il dit que l'effondrement a toujours déjà eu lieu. Il a été vécu dans cette angoisse initiale. Il a été surmonté par le soin, justement, mais il est important de comprendre que la mort n'est pas une sorte de phénomène
secondaire de la vie, extérieur, facultatif, mais qu'elle en fait partie. Elle le définit d'abord parce que la vie s'y oppose, hein, mais aussi parce qu'elle est présente. Et l'effondrement, c'est un peu pareil, c'est structurel. Et aujourd'hui, notre conception du vivant, elle est donc polarisée, elle est ambivalente, elle est double, parce qu'elle reconnaît cette sorte de dualité, et ce qui, encore une fois, n'est pas... Le problème, c'est qu'on croit que quand on admet la présence de la mort dans la vie, ou la condition structurelle de l'effondrement, on croit qu'on en fait un fait unilatéral, on croit qu'on abolit un fait unilatéral pour passer à l'autre, qu'on est passé de la vie à la mort, ou d'un effondrement qu'on refoule, hein, qui n'a jamais eu lieu, à un effondrement qui est notre... Pas du tout, c'est une tension. La vie s'oppose à la mort et le soin s'oppose à l'effondrement. Donc en fait, pour la plupart d'entre nous, heureusement, l'effondrement dont nous avons fait que l'expérience de son risque et de sa conjuration, bon. Mais néanmoins, on en a tous fait l'expérience. C'est quand même l'arrière-plan. Lyotard montre très bien qu'il y a cette sorte de cri sous le langage, qu'il y a cette sorte de détresse sous la maîtrise, toujours. Qu'elle affleure dans l'amour. Lyotard aussi. Quignard, que de ça, en un sens, oui. Et tous les écrivains, en un sens. Hein. À mon avis, tous les écrivains. Proust en parle, en fait, à mon avis aussi, évidemment. Bon. Mais tous les écrivains, parce que, précisément, c'est ce que dit aussi... Léris, hein, c'est parler, crier, chanter. C'est-à-dire, sous la parole, il y a le cri et il y a le chant. Bon. Alors, voilà. Mais l'autre élément, c'est que cette dimension structurelle, hein, qui pour moi fait partie de la philosophie de la vie, mais encore une fois, d'une vie qui s'y oppose, hein, et qui s'y oppose créativement, il y a aussi une expérience historique, que cet effondrement est revenu comme un horizon historique à travers des événements bien particuliers, et que donc c'est cette convergence d'une confrontation théorique, hein, d'une sorte d'affrontement philosophique et scientifique avec ça, et littéraire, et d'événements historiques qui font que le thème de l'effondrement est en effet assez central dans le moment présent. Je pense que ça, c'est vrai, et ça ne veut certainement pas dire qu'on s'y complaît et que c'est une sorte de catastrophisme généralisé, hein. Mais par contre, en effet, la question de la vie se gagne contre cette dimension-là. C'est pareil, c'est toujours cette convergence d'un problème de fond et d'un certain nombre d'événements et de basculements ponctuels. Je ne sais pas si j'ai répondu, mais en tout cas... Si. Et moi, ce que je voudrais peut-être rajouter concernant les écrits sur les animaux, avec les animaux, etc. Oui. Là, comme on est sur la question... comment dire, j'ai parlé en fonction de ta problématique, hein, du rapport entre la vie et la mort, entre la maladie, etc. Et ce que je voudrais juste dire, avant que vous preniez la parole, c'est qu'il y a aussi tout un pan de la littérature contemporaine qui est un pan qui vit le mode d'être des bêtes sous le mode de la perte, mais qui le vit dans un élan, une joie, un désir de suivre. Donc il y a quand même une littérature qui n'est pas seulement la littérature très dure dont j'ai parlé tout à l'heure, mais qui serait une littérature qui tente de suivre au plus près le mouvement d'échappée des bêtes. Même si ça débouche pas toujours sur la vie, on est dans un mouvement d'accompagnement. Il y a les récits de chasse, il y a toutes les œuvres de Jean-Christophe Bailly. C'est peut-être sur fond de perte, mais c'est quand même non, mais c'est cette polarité qui est... En fait, c'est toujours polarisé. C'est-à-dire que dans l'écriture sur la vie aujourd'hui, il y a toujours les deux. Alors parfois dans un même texte, voire une même phrase. Et si c'est pas dans un même texte, c'est dans un champ. C'est-à-dire il y a l'écriture de la perte et l'écriture de la retrouvaille, hein, parce que voilà. Mais je pense qu'en fait, dans tous les textes, en tout cas intenses, tu trouveras les deux pôles. Tout à fait. Et d'ailleurs, la métamorphose d'aujourd'hui, elle est toujours incomplète, elle est toujours en train de se faire. Voilà. Avant, dans l'Antiquité ou chez Ovide, on se transformait en. On était ceci, puis on devenait cela.
Voilà. Et dans les écrits contemporains, les métamorphoses sont toujours à la lisière de, pensez au Pays sous l'écorce de Jacques Lacarrière, à Truisme de Marie Darrieussecq, même à Palafox de Chevillard. Les humains se transforment en animaux, les animaux en d'autres animaux, mais jamais complètement, jamais. Voilà. On est dans un entre-deux et qui est un entre-deux qui me semble très salvateur finalement. Voilà, mais on va peut-être laisser.